au niveau énergétique, au niveau solaire. Changer le type de chauffage pour améliorer la résilience. On parlait de foyer de masse, ça peut être une option, pas juste cette option-là, mais c'en est une, qui permet d'améliorer la résilience. Un foyer de masse, par exemple, on ne veut pas la bois, on chauffe avec des bûches, on ne chauffe pas avec de l'électricité. Si on n'a plus d'électricité, ben, ça chauffe pareil. Moi, chez moi, je suis capable de cuisiner. Moi, j'ai de l'eau chaude. J'ai mon chauffage, puis ma cuisine, je suis capable de tout faire, même si je n'ai pas d'électricité. Donc, panneaux solaires thermiques, même chose, c'est pour l'été, comme je ne chauffe pas, évidemment, au bois. C'est une option aussi qui peut être envisagée. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a toutes sortes de possibilités là. Donc, je vais m'arrêter là, puis on va. Si vous avez des questions, ben, c'est le temps. Tout ça, c'est pour la première partie ou la deuxième. Là. Oui, on a une question ici. Dans le fond, j'ai deux questions à propos des maisons que vous faites. Comment allez-vous? Oui, vas-y. Dans le fond, mettons, des maisons isolées en port et tout, c'est pas dangereux pour la sécurité du bâtiment, si on prend mettons, un incendie quelque chose. Hey, bonne question. Parce qu'on a fait l'expérience. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent, on a un site Internet, on a une page Facebook, Graine. Et si ça vous intéresse, vous irez voir sur notre page Facebook, là, ça date de quand même il y a une couple de semaines peut-être. Hein? Ben, c'est qu'on a fait une expérience avec mes étudiants, parce que je donne aussi des cours dans le programme Terre. Puis comme on a une site école, ben, les étudiants ils viennent. Et on a fait une expérience, c'était leur dernière session. Puis là, je leur ai dit, ben, on fait une expérience trippante. On va bâtir un mur en paille type grève, parce que la technique grève, c'est un truc que j'ai développé. Donc, on va le bâtir. On va mettre en guillemets le feu dedans. On va prendre des mesures, évidemment, on a des senseurs à l'intérieur, caméra thermique, etc. Puis on a expérimenté. Je peux vous dire que le mur est résisté à la température de 1230 degrés Celsius. Le mur est même pas brûlé par l'intérieur, mais après il a fait subir des chocs épouvantables. Et donc, il y a encore toute la structure extérieure, la coquille extérieure qui est encore debout. Le mur ne s'est pas enflammé. Il n'y a pas eu de feu. Là. Il est resté. En fait, le feu a brûlé très lentement, tellement qu'on a été surpris parce que pendant 5 heures, le mur subissait 600 degrés Celsius. Okay? 600 degrés Celsius. Puis la dernière heure, on a monté ça à 1230 degrés. On a pu laver. Après ça, on l'a laissé descendre. Et là, après ça, on a éteint le feu avec de l'eau, on a enlevé toutes les braises, etc. Puis on a laissé le mur là. À un moment donné, il y a ma voisine qui dit « Ouais, ça sent le feu, il y a quelque chose. » Et là, j'ai dit « Allez voir. » Et le feu, il couvait encore à l'intérieur du mur. Après 48 heures de la fin de l'expérience, okay? 48 heures après la fin de l'expérience, il faisait 517 degrés Celsius dans le mur. Donc, le mur était en combustion encore. Il tenait encore. Donc, au niveau du feu, il est beaucoup plus résistant à un mur de paille type graine, comme on le fait, que n'importe quoi que vous pouvez connaître en port de béton. Et c'est plus résistant que de l'acier, donc c'est extrêmement performant là-dessus. C'est une grosse réponse. Je voulais savoir aussi, dans le fond, bâtir une maison de même, c'est quand même assez dispendieux. Non, c'est pas plus cher qu'une maison ordinaire. Sinon, dépendamment. En fait, ce qui joue beaucoup, c'est si on est autoconstructeur ou si on engage. Par exemple, encore sur notre site, sur notre page Facebook, là, il y a un couple là, du lac Ménogami, qui a 7 ans, ont bâti une maison de type grève, moi je suis le conseil et tout. Ils ont bâti une maison, ça leur a pas coûté plus cher, mais en plus, ils n'ont pas fait d'autoconstruction, ils l'ont fait faire. Donc, ils ont engagé des contracteurs, tout ça, ils l'ont fait faire selon nous, ce qu'on nous a dit de faire. Puis, non, ça ne coûte pas plus cher. C'est une maison très performante. Et je vous dirais qu'après le feu, pour l'avoir, comme on l'a expérimenté, la maison, si on la brûlait, si elle brûlait au complet, il ne reste rien. Okay, mais il n'y a pas de polluants parce que c'est des murs en paille. C'est de la paille, il y a de la chaux, du sable, de la sûre, il y a du bois. Mais tu sais, au bout de la ligne, là, tu pourrais cultiver, il n'y a pas de produits toxiques. C'est la même chose à la fin de la durée de vie utile du bâtiment. Il peut tout être démonté, il peut être composté, brûlé, faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de problématique au niveau environnemental. Oui. Oui.
C'est très différent. Non, c'est d'abord. Le foyer de masse, bon, ça paraît massif, mais c'est pas si gros que ça. C'est 4 pieds par 3 pieds, mais vous voyez, il y a des plantes qui poussent dessus. La température de surface est relativement faible, contrairement à un foyer ordinaire. Donc, moi, souvent, les enfants sont tout accollés là-dessus. Puis, on a même un match chauffant. Donc, tu ne peux pas le brûler sur le toit. On met la porte quand on chauffe. On chauffe 1 heure, on en a 2 heures par jour. C'est toujours un feu. C'est un feu, puis après, il n'y a plus de feu dedans. Donc, ta lune, c'est un feu extrêmement intense. Puis quand le feu est fini, tu fermes les trappes, tu en as pour 24 heures. Donc, tu chauffes 2 heures pour les 24 heures qui suivent. Le feu, on remplit l'arbre de bois, on met le feu là-dedans, ça chauffe comme très intense. Et il y a une chambre, donc une partie de gazéification, puis le gaz est brûlé où c'était le four à pain qui est là. Donc, au-dessus du four à pain, il y a une chambre de post-combustion, où est-ce qu'on atteint les plus de 2000 degrés Celsius, de 2000 degrés Fahrenheit. Et là, les gaz brûlent là. Et là, ça redescend. Et la différence, c'est qu'on a une masse dans laquelle on stocke de la chaleur. C'est pour ça qu'on peut durer pendant 24 heures. La température est extrêmement stable à l'année, mais l'hiver, c'est toujours pareil. Si je décide de chauffer pour que ça soit à 20, ça va toujours être 20. Quand je chauffe mon poêle, je ne monte pas ça à 28, puis là, ça redescend à 15. Non, c'est toujours la même chose. Il y a très peu de fluctuation. Et l'été, ça peut même servir à stocker, en guillemets, on va dire ça comme ça, c'est bizarre, un physicien, mais à stocker le froid. Okay, donc, la nuit, on va ouvrir les fenêtres, puis le poêle, lui, il va avoir absorbé la chaleur, il va dégager sa chaleur, puis il va rester plus frais, ce qui fait que la maison est climatisée naturellement. Il n'y a pas de climatisation. La plupart des gens rentrent chez nous, là, puis c'est comme, on dit, il y a une climatisation. Il fait 35 dehors, puis il fait 22 dans la maison. C'est rare que ça dépasse 23. Permettez une question. Pourrais-tu nous souligner un peu les intérêts qu'il pourrait y avoir des différentes technologies que tu pointais pour ce qui est du développement régional? Pour ce qui est du développement, en fait, d'emplois régionaux, oui, bien, c'est sûr que si on regarde cet aspect-là, un aspect important pour nous aussi, c'est qu'on utilise énormément de bois. Okay? Pour la construction, hein, vous voyez des toits de bois, c'est pas des toits en asphalte. Donc ça, il y a cet aspect-là. Il y a l'utilisation, donc tout le bois dans la construction, les parements, etc. Et le bois pour l'énergie aussi, ça a des impacts majeurs au niveau des emplois régionaux. On sait une région forestière. Puis on va utiliser nos ressources mieux en remplacement des ressources qui sont non renouvelables. Mais à ce moment-là, mieux ça va être, mieux économique aussi dans la région. Je vais répondre à cette question. D'autres questions? Je me joindrai à vous. Ah oui? Moi, je vais m'en permettre une. Bonjour Patrick, merci d'avoir fait ça. Je donne le cours d'économie régionale, comme tu sais très bien. Et je dis souvent à mes étudiants, on commence le cours, ceux qui sont encore là, qui sont pas partis. Albert Einstein disait la chose suivante, la folie de toujours faire la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. Alors c'est quand même drôle que tu montres des études qui datent de presque 100 ans, qui nous faisaient déjà un état de la situation, et que ça va être comme ça, et que c'est comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la technologie va nous sauver, et c'est le discours qu'on disait il y a 50 ans. Donc ça reste, à mon avis, hyper d'actualité. Autre chose, je suis un professeur ici, bien sûr, mais je suis aussi un grand moralisateur. Quand je vous parle, chers étudiants, quand tu nous as montré le graphique sur le Québec consomme 38% d'énergie provenant du pétrole et à peu près 38% provenant des barrages. Première question, si on transforme tout ça, Roy Dupuis ne sera pas content. Deuxième question, Roy Dupuis ne sera pas content. Et deuxième question, en fait, je l'ai perdu, c'est pas grave. Je vais y aller sur la première. Tout ce qui est passé cher est gaspillé. Et quand je pose la question à mes étudiants, ils parlent beaucoup du stationnement ici dans le collège. La plupart des étudiants me répondent c'est parce qu'il n'est pas assez grand, le stationnement. Donc, j'aimerais juste que tu réagisses là-dessus. Bon, au niveau, évidemment, plus l'énergie, en fait, moins l'énergie est chère, plus on va en consommer. C'est un peu ce que tu viens de dire.
Évidemment, la question du prix est fondamentale. La question du prix pour les substituts est encore plus fondamentale, parce que souvent, on va entendre parler aussi qu'il y a des technologies qui pourraient remplacer le pétrole, etc. Et souvent, ces technologies-là sont beaucoup plus chères. Et à ce moment-là, on n'aurait pas le même mode de vie. On ne va pas se déplacer autant, etc. Donc, ça suppose, même ces technologies-là, supposaient quand même un changement radical des habitudes de consommation. L'autre chose que tu me mentionnais par rapport à la du prix, l'objectif de l'étude, c'était pas nécessairement de dire que c'était ça qu'il fallait faire. C'est que l'idée, c'était de dire, est-ce qu'en poussant toutes les renouvelables, et là, sans discrimination de c'est-tu bon ou pas bon, cette renouvelable-là ou pas, si on les pousse toutes, c'est quoi que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on est capable de remplacer? Et on constate, on en a beaucoup, mais on n'en a pas à ce point pour remplacer rapidement le pétrole. C'était la conclusion de la thèse. C'était pas de dire qu'il faut absolument développer tout le potentiel hydroélectrique du Québec. Mais ça pose des questions, des choix de société. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que si on veut déplacer le pétrole, ben, il va y avoir d'autres choses qu'il va falloir déployer, d'autres stratégies énergétiques. Là. Puis ça peut être aussi au niveau de la réduction de la consommation énergétique. Quand je parlais de 13 mais on pourrait dire, il faudrait économiser 25 ou 30 Bon, est-ce qu'on serait capable de le faire? C'est une autre question. Et d'un point de vue environnemental, l'idée, je lance l'idée, on dit souvent qu'on peut séquestrer, c'est vrai, du carbone dans les arbres. L'idée est donc actuellement d'utiliser le pétrole pour mieux s'en débarrasser, ça serait quand même assez intelligent. Dans quel sens? Tu veux dire le propre pétrole? Oui, exactement. Donc, par exemple, on utilise le pétrole qui est quand même, je le dis, là, pas cher actuellement, même si vous pensez que vous payez cher, il est artificiellement bas. Pour construire des infrastructures qui vont nous permettre de ne plus être dépendants, notamment dans les transports, de ce pétrole. Oui, mais oui, dans le sens que si on utilise le pétrole actuellement, on se concentre à faire des infrastructures qui vont nous libérer du pétrole, c'est une bonne chose en soi. Mais si c'est pour du pétrole qui est déjà en production, si c'est pour remettre du nouveau pétrole, par exemple, comme on veut le faire au Québec, alors on parle plus de la même chose. Parce que ce pétrole-là, il est sous terre et une des meilleures options au niveau du changement climatique, c'est de le laisser sous terre. Si on l'exploite, c'est évident qu'on vient d'augmenter les gaz à effet de serre sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'utilisation de ce qui est déjà en production. Vous savez quoi ta question de combien? Écoute, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des cours qui commencent bientôt. Je me joindrai avec l'assistance pour te remercier pour t'appeler. Je vais continuer la conversation avec Patrick concernant les gestes qu'on peut entreprendre pour aller dans la direction d'un Québec indépendant du pétrole, puis aller vers des personnels indépendants du pétrole. J'invite à t'approcher.